Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un dernier tour de table pour la route. Elisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux à partir d'aujourd'hui pour tenter d'arracher un accord sur la réforme des retraites. Laurent Berger ouvrira le bal cet après-midi pour la CFDT. La CGT fermera la marche demain. Des syndicats très remontés avant même le début des discussions dont ils affirment ne rien attendre. On saura juste si on est très en colère ou très très en colère, résume la patronne de la CFTC. Alors le point de crispation de la réforme qui sera présenté donc mardi prochain, c'est le recul de l'âge légal de départ. 64 ou 65 ans, qu'importe, les syndicats promettent un janvier très chaud. Grève et manifestations au programme. L'une des questions que nombre d'entre vous se posent peut-être ce matin, c'est de savoir si vous allez échapper ou non au couperet. Autrement dit, Barthélémy Philippe, les salariés âgés de 62 ans cette année pourront-ils passer entre les gouttes ? Alors pour bien comprendre, il faut distinguer l'âge légal et la durée de cotisation. Actuellement fixé à 62 ans, l'âge légal doit être repoussé de 4 mois par an pour les actifs nés à partir de 1961. Objectif, atteindre 64 ans dès 2028 ou 65 ans en 2031. La durée de cotisation, c'est le nombre de trimestres nécessaires pour toucher une retraite à taux plein. Mais attention, avoir tous ces trimestres avant l'âge légal ne permet pas d'anticiper son départ, comme l'explique Bruno Chrétien, président de l'Institut de la protection sociale. L'augmentation de l'âge de départ à la retraite, la caractéristique, c'est que vous ne pouvez pas partir plus tôt. Si je n'ai pas, par exemple, 64 ans, je ne peux pas partir en retraite. En revanche, si on joue sur l'augmentation du nombre de trimestres, vous pouvez quand même faire le choix de partir plus tôt et de supporter une décote. Ça peut être une combinaison des deux. En fait, on va vous dire, écoutez, vous avez effectivement, on vous dit 64 ans, plutôt que de faire 65 ans, c'est 64 ans, mais on vous demande un peu plus de trimestres. Et il reste le cas des carrières longues et des métiers pénibles qui devraient déboucher sur des départs anticipés. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Les syndicats promettent la mobilisation générale mais n'ont pas encore fixé le calendrier. L'opposition fourbit ses armes. Une partie de la gauche a prévu de se joindre à une première manifestation contre cette réforme des retraites le 21 janvier à Paris. Rentrée sociale qui s'annonce décidément agitée après les médecins libéraux. Les laboratoires d'analyse pourraient à leur tour fermer leurs portes. C'est la menace que font planer les biologistes. Ils dénoncent les mesures d'économie imposées par le gouvernement. Inadmissible, répond François Braun. Négocier en me mettant un fusil sur la tempe n'est pas une façon de faire, prévient le ministre de la Santé. 7h03 sur Europe 1 à Rome. Les fidèles défilent par milliers depuis hier matin devant la dépouille de Benoît XVI. 65 000 personnes sont venues s'incliner hier à l'occasion de la première de ces 3 journées d'hommage au pape émérite. Des dizaines de milliers devraient suivre. Réouverture des portes de la basilique Saint-Pierre attendue d'une minute à l'autre. Le correspondant d'Europe 1 à Rome, Antonino Gallofaro, est allé à leur rencontre dans la longue file d'attente. Reportage. La file de fidèles à l'intérieur de la basilique avance lentement jusqu'au cœur de Saint-Pierre. Les fidèles le voient enfin. Benoît XVI, allongé, vêtu d'une chasuble rouge et coiffé d'une mitre beige. Son visage figé brille sous une forte lumière. Il est entouré de 2 gardes suisses. Une expérience bouleversante pour Giustino et Carla. Quand nous sommes arrivés devant le corps, j'ai été submergé de tristesse parce que j'ai rencontré le pape Benoît XVI. Maintenant, je rentre à la maison en priant pour son repos éternel. Je suis heureuse pour lui. Il a dit « Seigneur, je t'aime » avant de mourir. Vraiment, il a atteint son objectif, comme tous les chrétiens. Je me rappelle que j'avais déjà pleuré lorsqu'il a renoncé. En ce premier jour de recueillement, 65 000 personnes ont rendu hommage à Benoît XVI, bien au-delà des prévisions des autorités italiennes. Rome, Antonino Gallofaro, Europe 1. Et recueillement aujourd'hui et demain jusqu'à 19h. Les funérailles de Benoît XVI seront célébrées jeudi par le pape François. Derniers hommages aussi au Brésil. Plusieurs milliers de fans ont défilé devant le cercueil de Pelé exposé à Santos, dans le stade qui a façonné sa légende. Le président Lula est attendu dans l'après-midi. Premier déplacement officiel pour le chef d'État brésilien qui vient de signer 2 décrets. L'un pour limiter l'usage des armes, l'autre pour renforcer la protection de la forêt amazonienne. La guerre en Ukraine. Pour la première fois depuis le début de l'invasion, la Russie reconnaît des pertes importantes. 63 soldats au moins, tous tués lors du bombardement d'un bâtiment transformé en base militaire de campagne. L'attaque revendiquée par l'Ukraine a eu lieu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier à une quinzaine de kilomètres de Donetsk. La cible n'a pas été choisie au hasard, un contingent de recrues russes. Une frappe aussi rapide que meurtrière qui pose quelques questions. Nicolas Tonev. Oui, côté ukrainien, ce sont des questions avec réponse. D'où sont venus les renseignements ? Eh bien, des satellites, de l'écoute électromagnétique, du renseignement humain. La zone de Donetsk est truffée de stay-behind, des taupes mises en place depuis 2014. Comment la frappe a-t-elle pu être déclenchée dans les temps ? Eh bien, le commandement ukrainien a pour principe la rapidité de la manœuvre dans ce conflit et il est aidé en l'espèce par la simplicité d'utilisation des HIMARS américains qui pointent une cible à quelques centimètres près en quelques minutes et cette efficacité pose les questions sans réponse de l'état-major russe.
Makivka, la ville frappée, est notoirement à portée des artilleurs ukrainiens. Pourquoi donc installer dans cette ville, sans aucune précaution, un centre de répartition des recrues? Pourquoi l'armée russe retient-elle si peu de leçons de ce conflit? Après presque 11 mois de bataille, les généraux russes sont supposés connaître leurs adversaires, leurs tactiques, leurs capacités de renseignement, leur matériel. Et pourtant, ils commettent et répètent des erreurs qui coûtent des hommes, du matériel et sur la longueur de la crédibilité déjà fragile face à la société russe. Nicolas Tonev, tiens, les dessous d'un coup au but, quelle est la part de vérité et de storytelling dans ce bombardement de Makivka, le décryptage européen de Vincent Hervouette tout à l'heure à 7h40. Venant d'Ukraine aussi, par ailleurs, ce chiffre, 5000 morts par jour dans les rangs russes. C'est le coût humain actuellement autour de la bataille de Bakhmout, cette ville a priori sans grand enjeu stratégique, chiffre livré par les autorités ukrainienne malheureusement invérifiable. L'aide militaire et le soutien financier seront d'ailleurs au cœur du sommet européen prévu le 3 février entre les 27 et l'Ukraine. En pleine vague Covid et alors que les morts s'accumulent, la Chine inaugure le train à hydrogène le plus rapide du monde. Il vient tout juste de sortir des chaînes de montage. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Tout en bleu, avec un poste de pilotage futuriste et un nez très allongé, ce nouveau train atteint la vitesse record de 160 km/h et dispose d'une grande autonomie de 600 km. Ce train à hydrogène chinois peut accueillir 1500 passagers. Les moteurs à hydrogène pourraient être l'avenir, en tout cas en Chine, où le pays annonce la neutralité carbone d'ici 2060, ce qui suppose d'énormes investissements. Liu Xia est économiste et spécialiste des énergies renouvelables. Elle explique que les progrès de la Chine dans ce domaine sont liés à d'importantes subventions gouvernementales. Pour l'hydrogène, comme pour les technologies de capture du carbone, ces dernières années, le gouvernement a utilisé une combinaison de subventions, de réductions d'impôts et de politiques industrielles pour soutenir l'industrie des énergies renouvelables. Et la Chine prévoit d'aller plus loin et d'introduire en plus des trains 50 000 voitures à hydrogène d'ici 2 ans, un marché estimé en Chine à 87 milliards d'euros en 2040. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Et ce train à hydrogène existe déjà en Allemagne. Une ligne d'une centaine de kilomètres est en service depuis l'été dernier dans le nord du pays. Et puis tiens, on vient de passer les fêtes, c'est l'heure des bonnes résolutions. Ce caviste parisien pourrait vous aider à tenir votre promesse. Certains veulent prolonger le mois sans alcool toute l'année. À Paris, la première cave sans alcool, ou presque, vient d'ouvrir ses portes dans le 19e arrondissement. Plus de 400 références, reportages tout en sobriété, garantie 100 degrés, mais pas sans talent. Delphine Schiltz. Ce son, vous le reconnaissez, sûrement celui de l'ivresse, sauf dans cette cave où rien ne dépasse 0,5 degré d'alcool. Pas même l'amaretto que Caroline, 43 ans, est venue déguster. Ça a une couleur un peu caramel, on sent bien l'amande. Et puis oui, on a vraiment le côté épicé, piquant, qui vient taper dans le palais. C'est très surprenant. C'est vrai que les seules alternatives qu'on a au quotidien, c'est des jus de fruits, quoi. Enfin voilà, alors que c'est bon, j'ai passé l'âge. 3 à 4 euros pour les bières, 10 à 20 euros pour les vins. Même prix que chez un caviste, et ça se justifie pour Augustin Laborde, fondateur de la cave. Un énorme travail de recherche et développement sur ces boissons-là. Et puis sur les vins, vu que la plupart en fait vont être désalcoolisés, c'est-à-dire qu'en gros on part d'un vin fermenté, puis après on le désalcoolise, et cette étape-là, elle est énergivore en électricité, en eau, etc. Donc c'est des process technologiques assez poussés, donc évidemment tout ça, ça a un prix. Après son succès pendant les fêtes de fin d'année, le caviste compte ouvrir une seconde boutique en 2023. Voilà, un mois sans alcool et un peu de sport aussi, ça fait toujours du bien. Le football, Marseille conserve sa place sur le podium de la Ligue 1. Victoire de l'OM 2-1 hier soir à Montpellier. Match comptant pour la 17e journée. Merci beaucoup Christophe Lamar. On va vous retrouver tout à l'heure à 8h30. Tiens, de quoi